Bonjour, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille dans ce podcast québécois sur l'éducation à domicile. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de real life. On met de côté la vie Pinterest, la vie Instagrammable, pour parler d'un quotidien beaucoup moins léché, plus rough, pas nécessairement plus vrai que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais qui est moins représenté, disons. Parce qu'après tout, c'est pas tout le monde qui veut montrer des photos de sa vaisselle sale en ligne. Tu sais, la belle assiette avec de la sauce tomate un peu collée parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la vaisselle immédiatement après le repas. Puis, quelque part, je pense que c'est normal. Personnellement, moi, je trouve ça OK de pas tout montrer sur les réseaux sociaux. Chaque famille a encore le droit à une certaine vie privée, hein. Puis comme pour n'importe quoi, on a souvent plus envie de parler des belles choses que des choses qui vont moins bien. Mais c'est pas parce qu'on en parle moins qu'elles n'existent pas. Puis c'est un peu de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Faire l'éducation à domicile, les apprentissages en famille, c'est pas tous les jours un conte de fées. Les enfants sont pas toujours de bonne humeur. Les parents non plus d'ailleurs. Des fois, on est fatigué, des fois, ça nous tente moins. Des fois, le temps gris dehors, il déteint sur nous. Des fois, on peut aussi sentir que les tâches administratives qui nous sont maintenant données par le ministère de l'Éducation sont lourdes. Ça ne nous tente pas, ça peut affecter notre humeur. Je voulais pas vous parler de tout ça seul, par exemple. Mon quotidien, qui n'est pas un conte de fées, ressemble assurément à celui de d'autres parents, mais pas à celui de tout le monde. Je suis donc allée chercher des témoignages de parents que je connais de près ou de loin, qui avaient aussi des choses à dire sur le sujet. Ces parents-là ont toutes leur propre expérience. Certains vivent les apprentissages en famille depuis des années, pour d'autres c'est encore plutôt nouveau. Il y en a dans ça qui ont décidé de prendre la décision de faire les apprentissages en famille pour des raisons de valeur, qui ont pensé bien longtemps. Puis d'autres qui ont juste pas vraiment eu le choix après que leurs enfants aient aligné des échecs dans le milieu scolaire qui n'étaient pas en mesure de leur offrir la place dont ils avaient besoin. La première personne à qui j'offre la parole, c'est mon amie Annie Shirley Horn, maman d'une famille nombreuse dont les plus grands ont fréquenté le milieu scolaire. Annie nous parle de son quotidien qui peut être merveilleux par moments, mais qui est quand même pas toujours un conte de fées. Non, c'est pas parce qu'on fait les apprentissages en famille que c'est le conte de fées et c'est la vie au complet revisitée. Au contraire, c'est la vie avec un grand V, comme j'aime souvent le dire. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de différence en fait avec l'école, sauf que c'est peut-être le respect du rythme qui fait qu'à un moment donné, ça peut avoir l'air peut-être d'un conte de fées. Maintenant, si on regarde faire des apprentissages, si les enfants sont fatigués, s'ils sont enrhumés, si nous, on est enrhumés, si on est fatigués, et des facteurs pour être fatigué, il y en a à la masse, que ce soit pour n'importe quoi dans la vie. Donc, il y a, non, pas de conte de fées, mais par contre, il y a des grands moments où ce que ça ressemble à de la vraie magie. Parce qu'on est là, parce qu'on voit l'éclair dans les yeux des enfants, on voit le petit pétillement de réussite et on partage ça. C'est un moment familial du parent à l'enfant en groupe, même quand on est une famille nombreuse comme la mienne, où il y a un partage de cette belle magie-là euh, qui est pas explicable à part de le vivre peut-être. Sinon, oui, ça peut ressembler par moments à un conte de fées, mais pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Il y a des matins que c'est difficile, il y a des après-midi que c'est difficile, il y a des soirées que c'est difficile. Puis il y a des nuits blanches pour toute raison parce qu'il y a des plus petits, parce qu'on doit s'occuper d'un enfant qui est malade la nuit. Donc le matin, le lendemain, c'est loin du conte de fées. Euh, le café peut être, dans mon cas, plus que nécessaire très régulièrement parce que les enfants sont quand même âgés de 5 à
13 ans. Donc, le rythme familial maintenant, puisqu'il y a des plus grands versus quand il y avait un peu plus dans toute la petite enfance, si on veut, donc ils étaient tout petits parce qu'ils sont tout rapprochés. Euh, Quand ils étaient tout petits, tout rapprochés, c'était un peu dans l'automatisme là, à un moment donné, parce qu'on s'occupe de tout le monde qui vit à peu près les mêmes affaires ou qui ont à peu près la même période ou que c'est échelonné sur les mêmes périodes. On est dedans, c'est la grosse affaire. Puis quand ça vieillit, maintenant on s'aperçoit que ben, ils ont vraiment des intérêts différents. Là, ça se définit un peu plus. Là, euh, ce qui se passe, c'est que le grand a des intérêts vraiment plus marqués, la grande aussi. Le tout petit est encore, lui, en train de butiner puis explorer. Euh, Celle de 8 ans aussi, mais commence à se définir un peu. Puis celui de 10 ans veut pas quitter l'enfance, mais veut aussi être ado. Euh, et là, toutes ces choses-là font que des fois, ça peut complexifier l'affaire, mais en même temps, moi, je trouve mon bonheur du défi et le bonheur d'utiliser ma créativité là-dedans, ce qui fait que ça me donne une marge de manœuvre extrêmement large, qui fait que moi, je peux me réaliser en tant que parent, mais en tant que personne, parce que moi, je suis une personne créatrice, je suis une personne qui aime inventer, créer, imaginer. Et ça me donne des possibilités infinies. Fait que non, c'est pas un conte de fées à tous les jours, mais je pense il y a une portion aussi de comment on prend la vie, comment on voit la vie. C'est pas facile pour personne. Il y a des périodes où c'est plus difficile, mais ça dépend comment on aborde la vie. Moi, à tous les soirs, je ferme le livre, je ferme le livre, c'est terminé. Demain est un autre jour. Et vraiment, c'est un exercice que je m'applique à faire depuis plusieurs années et encore plus depuis que j'ai les enfants. Parce que sinon, si on continue sur la même lancée, hier c'était difficile, puis le lendemain ça va être encore difficile, ben c'est évident que ça se peut que ça soit difficile. Dans ce qu'Annie nous dit, on comprend que c'est pas toujours facile, mais tu sais, que ça en vaut les efforts parce qu'on s'entend là. Quand un parent décide de s'occuper lui-même de l'éducation de ses enfants au lieu d'en confier la responsabilité à l'école, c'est pas une décision toute simple, puis oui, ça vient avec des efforts supplémentaires. En fait, c'est toute une responsabilité. Quand Annie parle cependant, on comprend aussi que les difficultés viennent et repartent, qu'elles sont temporaires, que l'âge des enfants vient modifier les défis, c'est bien normal, puis finalement que le café et une attitude positive peuvent être des atouts. Annie tient quelque chose quand on parle d'attitude. Ben, du café aussi pour moi du moins, là, mais pour l'attitude, comme pour tout dans la vie. Si on voit plus les côtés négatifs que les côtés positifs, ben ça vient influencer notre perception des choses. Quand je trouve que plusieurs choses vont toutes croche, puis tu sais, ça arrive, ben j'essaie de me forcer à voir ce qui va pas toute croche aussi. Puis soudainement, ça a l'air moins pire. Le big picture du moment, là, c'est moins tout négatif. Je vois du petit soleil à certains endroits, puis ça fait plaisir, puis ça redonne espoir aussi. D'ailleurs, parlant d'attitude positive, je vais aussi laisser la parole à Julie Roux, ma complice de plusieurs projets et amie que vous connaissez peut-être pour ses articles bien articulés sur le blog Maman Zen. Je fais le lien avec attitude positive parce que Julie, c'est quand même une personne positive. Tu sais, le genre de personne le fun à avoir autour de soi. D'ailleurs, du côté de Julie, selon elle, c'est quand même similaire à un conte de fées, puis je trouvais ça le fun de vous partager aussi ce qu'elle avait à dire sur le sujet. C'est pas toujours un conte de fées, mais pas loin. Il faut dire que j'ai seulement deux enfants qui n'ont pas de défis particuliers. Ils ont plein d'intérêts pour toutes sortes de choses. Ils évoluent de façon évidente. Je l'ai donc facile comparativement aux familles nombreuses ou aux parents qui doivent innover en réponse aux défis particuliers de leurs enfants. La logistique est plus simple avec deux enfants seulement, là, ça c'est évident. Puis moi j'aime ça être avec mes enfants. Le temps que j'ai pour moi après que les enfants soient couchés, ça me suffit. J'ai pas besoin de temps pour moi tant que ça. Là. Ce mode de vie-là me convient parfaitement.
Les deux seuls obstacles que j'ai, moi, au quotidien, c'est de un, le manque de bibliothèque et d'espace pour les mettre. Sérieusement, là, on a toujours de plus en plus de livres, de jeux, de matériel, de projets en cours. Et mon plus gros défi, c'est d'ordonner tout ça. Euh, de deux, c'est les préjugés à l'égard de notre choix de vie. C'est lourd par moment quand la famille et les gens qu'on croise font des allusions au sujet d'éducation à domicile, qu'ils tentent sournoisement d'influencer les idées de nos enfants, qu'ils tirent des généralisations sans fondement. Moi, ça me donne juste envie de m'éloigner de ces gens-là. Euh, D'autant plus que ceux qui nous jugent le plus sont aussi ceux qui ne veulent même pas s'informer sur le sujet, qui ne s'intéressent même pas à tout ce qu'on fait. Il y a aussi les préjugés véhiculés par les médias et les politiciens mal avisés. J'ai même pas besoin de nommer de nom tellement on sait qui sont ceux qui répandent le plus de préjugés à notre sujet. Ça vient encore plus me confirmer que j'ai raison d'offrir à mes enfants une éducation lucide. Donc, si on enlève les préjugés et qu'on me rajoute de l'espace de rangement, oui, je vis dans un conte de fées. Pour ceux qui, comme Julie, pourraient avoir une problématique de rangement, ici on en a réglé une partie il y a quelques mois, alors je vous partage notre truc, au cas que ça peut s'aider. On a mis nos deux garçons dans la même chambre, ça fait vraiment leur bonheur. Puis on a transformé l'autre chambre en salle de jeu, qui est en fait une genre de grosse bibliothèque de livres et de jeux de société, puis leurs figurines et tout sont rangées dans la garde-robe. Pour l'autre obstacle de Julie, mais là, ça, je suis d'accord avec elle, ça devient lourd à longue et on dirait qu'on peut pas faire grand-chose. Même quand on se donne pour mission d'informer notre entourage sur c'est quoi l'éducation à domicile, on dirait qu'il y a toujours une manchette qui surgit de nulle part pour parler d'une famille qui est enregistrée dans la catégorie homeschooling, mais qui finalement faisait rien de vraiment éducatif puis empêchait genre leurs enfants de sortir de la maison, quelque chose du genre. Ça prend en fait une visibilité des familles qui choisissent l'éducation à domicile. Ça prend des gens qui veulent s'exposer sur des blogs, sur les réseaux sociaux, ou qui, pour peu importe la raison, peuvent réussir à passer dans leurs médias locaux puis à plugger au passage qu'eux ont choisi l'éducation à domicile pour leurs enfants. Ça prend des modèles pour que monsieur, madame, tout le monde ait une idée plus juste de c'est quoi une famille qui fait l'éducation à domicile. Puis en attendant, ben, faut apprendre à faire passer les commentaires plates par-dessus nous sans se laisser affecter. Puis oui, idéalement, on n'aurait pas à vivre avec ça. Ça donnerait un vrai conte de fées à Julie d'ailleurs. Mais en attendant, on peut travailler sur notre réponse. On peut travailler sur comment ça nous affecte aussi. La troisième personne qui se joint à nous aujourd'hui, c'est Sabrina Fortin. Sabrina est collaboratrice au blog Marginale et Heureuse depuis plus de 3 ans, mais je la connais depuis plus longtemps. C'est une personne qui a le cœur gros comme le soleil puis qui ferait tout pour ses enfants. C'est d'ailleurs ça qui l'a amené à retirer sa grande de l'école l'an passé. Elle la voyait être malheureuse, elle voulait lui faire vivre des réussites. Sabrina partage aussi son avis sur si oui ou non, sa vie ressemble tous les jours à un conte de fées depuis qu'elle a retiré sa fille de l'école. En choisissant de faire l'éducation à domicile, il y avait un aspect qui m'intéressait vraiment beaucoup. Ben, j'en avais d'autres, là, mais lui, c'était mon prioritaire. Je ne voulais pas reproduire l'école, mais chez moi. Euh, on a retiré ma fille alors qu'elle avait fait plusieurs années dans un établissement scolaire. Et je sais qu'un mode de vie routinier et structuré n'est pas idéal pour elle. Donc, c'était certain que j'avais pas envie de recréer ça. Mais comme je voulais pas recréer ça puis qu'il fallait se créer notre propre routine, ben ça m'a pris du temps, hein, des essais, des erreurs. Et
on apprend, hein, nous aussi, en tant que parents éducateurs, puis c'est ça. Fait que ça a donné des journées plutôt difficiles par moment. Et c'est pas toujours facile. On finit par trouver des solutions, mais c'est toujours temporaire. Je vais apporter une petite parenthèse parce que ce que Sabrina dit, c'est super important, mais c'est aussi super normal. Quand on retire un enfant de l'école, il y a une période d'adaptation. Il y en a une pour l'enfant, mais il y en a une aussi pour le parent. Plus la fréquentation scolaire a été longue, bien plus longue va être l'adaptation. Il y a des parents qui voient que ça ne marche pas des fois pour leur enfant à l'école puis qui se disent je vais le retirer pour faire l'école à la maison. Après 2-3 semaines, ils en viennent à la conclusion que ça ne marche pas pour eux. Ça, c'est parce que ni l'enfant ni le parent a eu le temps de s'adapter à la nouvelle réalité. L'adaptation, ça veut dire de s'habituer à une nouvelle routine, trouver comment qu'on va fonctionner, puis par fonctionner, je veux dire bien fonctionner, autant pour l'enfant que le parent. Il faut se créer une tribu, un village, des gens qui peuvent nous soutenir dans tout ça, des gens qu'on peut côtoyer, aller faire du social un peu avec, aller jaser de comment on vit ça, puis que nos enfants, des fois, veulent voir d'autres enfants aussi, c'est bien normal. Ça vaut la peine de passer par des moments moins beaux qui peuvent arriver pendant cette période-là pour traverser la période puis arriver à un quotidien plus le fun. Pour Sabrina, les résultats ont été positifs. Puis c'est aussi cette année-là, qui est l'année passée, que j'ai pu analyser les comportements, la rigidité et la sensibilité de ma fille pour adapter les apprentissages pour elle, pour ses besoins à elle, suivre son rythme, qui fait que aujourd'hui, on est en 2019, on commence une nouvelle année et je suis très enthousiaste parce qu'elle a rattrapé énormément de retard grâce à ça. Je dis pas qu'on va avoir des journées parfaites à chaque jour puis qu'elle va toujours être enthousiaste, mais son indisponibilité, elle ne l'a plus. Et ça, je sais que c'est grâce à ma persévérance, puis parce que j'ai vraiment adapté tout pour elle, pour ses propres besoins, ce qui n'était pas le cas avant. Puis c'est un peu ça, la beauté de l'éducation à domicile pour plusieurs familles. Non, c'est pas parfait, mais ça permet tout de même de s'adapter de façon individuelle à des enfants qui ont des besoins différents, en fait. Puis de leur offrir un environnement que l'école ne peut pas offrir parce que, les enseignants peuvent faire leur possible, les ressources souvent sont pas au rendez-vous. Ma situation ressemble à celle de Sabrina. Mes enfants n'ont jamais fréquenté l'école, mais ils ont chacun des besoins particuliers qu'on connaît et qui ne sont pas les mêmes, puis des besoins particuliers qu'on ne connaît pas encore, mais dont on se doute, puis pour lesquels on dirait pas non à un coup de main de temps en temps. Ce qui marche avec le plus grand fonctionne pas nécessairement avec le plus jeune, puis ça, c'est l'un des défis que j'ai ici au quotidien. C'est l'adaptation par laquelle on a eu à passer chez moi. M'adapter au fait que j'ai 2 enfants qui sont pas mal à l'opposé dans leur réalité. Puis avec les changements dans la réglementation, j'ai aussi eu un stress supplémentaire sur les épaules. Moi qui pensais pouvoir tranquillement suivre le rythme de mon enfant pour qui c'est plus difficile, je sens maintenant une pression de résultat, une pression d'être à niveau. À ces défis-là s'ajoutent des défis normaux du quotidien. Vivre avec des rigidités, un niveau d'anxiété trop élevé pour un jeune âge, une empathie pas toujours présente, 2 cerveaux qui ont un fonctionnement bien différent. Je dirais définitivement pas que la vie est un conte de fées sur une base quotidienne, mais j'aimerais pas non plus être le parent que l'école appelle plusieurs fois par semaine pour venir chercher un enfant qui ne cadre pas dans le système. Puis quand je pense à ça, je me dis que ma vie est comme elle est par choix, puis que c'est probablement le meilleur choix pour mes enfants. Donc, est-ce que c'est un conte de fées tous les jours? On comprend que pour plusieurs familles, non, mais que c'est quand même pas si loin quand on prend le temps d'y penser. Quand on pense à ce que serait notre vie si on avait fait des choix différents, ou quand on réussit à faire fi des commentaires plates, par exemple. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous aimé le nouveau format d'épisode de podcast? Est-ce que vous aimeriez partager votre point de vue sur des thématiques en lien avec l'éducation à domicile? Contactez-moi pour en apprendre plus.
Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à écouter les autres épisodes de podcast et à vous rendre sur mon blog Marginale et Heureuse dans la section Éducation. À la prochaine!